Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. OK, aujourd'hui, je parle avec Jean-François Raoult. OK, puis là, je fais une introduction. Il n'est pas avec moi en ce moment. Je fais une petite introduction pour ensuite mettre l'entrevue. Donc, j'ai quelques points que je veux souligner là, pour bien présenter Jean-François avant de mettre l'entrevue. Premièrement, je veux mentionner Jean-François, un peu, il est passé de salarié à partenaire dans l'entreprise où il travaillait. Il est ingénieur chimique. Il a commencé comme ingénieur chimique junior en PME. Pareil comme moi, comme j'ai commencé comme développeur logiciel pour éventuellement acheter des actions dans l'entreprise où il travaillait 20 ans à l'intérieur de la même entreprise. Donc, on a quand même cette similitude-là de parcours. Jean-François aussi, au départ, il ne portait pas tant attention à ses finances. Donc, un peu comme tout le monde, quand on commence sur le marché du travail, on prend un peu de dette, puis on n'est pas trop conscient de l'importance de l'épargne, de l'investissement. Puis on apprend éventuellement peut-être à s'entourer ou à parfaire son éducation financière. Donc, on va parler de tout ça beaucoup dans l'entrevue. Jean-François, évidemment, partage son histoire dans le but de tirer des leçons, peut-être à aider des gens à cheminer vers l'indépendance financière. Donc, autre point à amener par rapport à Jean-François, il parle d'investissement autonome. Donc, moi aussi, j'en parle. L'investissement autonome aussi, ça m'a aidé à bien comprendre l'investissement. Puis, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas obligatoire pour tout le monde pour arriver à l'indépendance financière, mais dans son cas, ça a été assez pivot. Puis même que lui est allé dans d'autres techniques d'investissement, là, autres que l'investissement passif, il est allé dans le swing trading, day trading, pour éventuellement revenir à l'investissement plus passif. Mais il nous parle de ça, puis ça, je trouvais ça intéressant parce que moi, je connais pas beaucoup de gens qui sont allés dans ce style d'investissement-là. Puis j'ai un petit peu toujours une perception que ceux qui font ça, c'est très, très risqué. Puis la raison pourquoi on n'en entend pas parler tant que ça, c'est que c'est très difficile, puis il y a peut-être un niveau de succès peut-être moindre que l'investissement passif, mais dans le cas de Jean-François, ça semble avoir bien été dans son cas parce qu'il mentionne que c'est une des choses vraiment qui l'a aidé beaucoup à cheminer vers l'indépendance financière. Ensuite, il raconte dans son parcours comment il a racheté l'entreprise pour laquelle il travaillait. Puis ça, je pense que c'est un aspect qui est super intéressant. En PME, c'est une facette de mon parcours aussi, d'avoir travaillé longtemps pour la même entreprise, d'avoir acheté des parts, d'avoir profité comme ça des dividendes, puis du fait de revendre peut-être un actif d'une entreprise qui est plus cher que l'achat, les avantages de faire ça. Puis, donc, c'est intéressant d'avoir le point de vue d'une autre personne qui fait ça. Puis, Jean-François, lui, il va encore plus loin parce que, maintenant, il est président donc de la firme, la PME, qu'il a racheté. Puis, pour ça, il est allé chercher un MBA, il a appris en gestion, il a agrandi son cercle de réseautage, il a appris sur les affaires. Puis, il mentionne l'importance d'avoir des gens, des mentors autour de soi pour bien nous accompagner dans ce processus-là, parce que c'est pas nécessairement évident quand tu es employé ou quand tu n'as pas de personnes autour de toi qui peuvent te conseiller. Puis, on termine l'entrevue, Jean-François mentionne la mentalité de challenger versus la mentalité de champion. Puis là, on fait référence à un challenger qui a faim, qui veut justement améliorer sa situation versus quelqu'un qui s'assoit un peu sur ses acquis, puis qui a peut-être un peu de complaisance. Donc, évidemment, pour avancer, c'est important d'avoir cette mentalité-là. Donc, Jean-François, il fait le lien un petit peu vers la fin de l'entrevue avec ça. Donc, je trouvais ça intéressant. Et puis, évidemment, de mentionner là-dedans que c'est le chemin qui est le fun, c'est l'ascension et non pas
d'être rendu au sommet. C'est pas ça qui est important dans le fond. C'est pas ça qu'il faut viser. Peut-être qu'on peut le viser, mais que c'est le parcours qui est le fun. Et non pas nécessairement d'être ça. J'entends souvent ça de personnes qui racontent leur histoire. Une fois que tu arrives à ton objectif, souvent on frappe un mur parce qu'on se dit OK, c'est juste ça. Puis là, on est déçu, puis on pensait que rendu à la fin, ça allait être incroyable, puis il y a comme une petite déception. Donc, euh, donc, ça me faisait penser un peu à ça, la mentalité de Challenger. Donc, j'arrête de parler, et puis je vous laisse avec l'entrevue avec Jean-François Raoult. Vous êtes à Indépendance financière et hypothèque. Je suis en compagnie de Jean-François Roux, ou Raoult. Comment qu'on prononce ton nom? Raoult. Raoult. Ouais, Excuse-moi. avec un T à la fin. Parfait. Hein, Je c'est suis parce que habitué. hein, quand je t'appelle JF ou Jean-François, rarement par ton nom de famille. Aujourd'hui, juste avant qu'on commence à se parler, là, je vais situer. L'idée, c'est de partager l'histoire de Jean-François. On va parler d'argent. Jean-François est président chez HDS Environnement, ingénieur chimique titulaire. On se connaît depuis un certain temps. On aime ça parler justement de finances personnelles, ensemble, budget, etc., d'investissement. Comment vas-tu? Super bien. Super bien. Merci de m'inviter sur ton podcast. Ben, merci C'est d'être là. fantastique. C'est vraiment gentil de venir partager ton histoire. Puis, peux-tu résumer ton histoire par rapport à l'argent et l'indépendance financière? Oui, oui, avec plaisir. Comme tu disais, là, je suis ingénieur chimique. J'ai commencé, moi, en fait, j'ai fait mes études à Polytechnique. Et puis, je dirais que dans ma jeune vingtaine, là, j'étais pas vraiment, je savais pas c'était quoi l'indépendance financière. Et puis, même que les finances personnelles, c'était pas un sujet qui m'intéressait. Il y avait personne qui en parlait autour de moi, dans ma famille ou même dans mes amis. Même que quand j'étais à l'université, j'avais un lifestyle un peu, j'étais plus en mode dette. J'avais une marge de crédit, je m'étais acheté une moto, une voiture, je voyageais sur ma marge de crédit. Ouais, comme, Donc, comme, j'étais comme vraiment tout le pas. monde, dans le fond, hein? Un peu comme la Oui, normalité, hein? ouais, Ouais. j'avais plusieurs amis qui avaient la même marge, là, puis on se vantait d'aller le plus creux possible, là. C'était un peu niaiseux, mais bon, c'était ça à l'époque. On était jeunes et un peu insouciants. Et puis, je me rappelle, un jour, il y avait un oncle qui m'avait parlé là, des REER. Je savais pas c'était quoi à l'époque. J'étais peut-être à la mi-vingtaine. Il m'avait dit, si Jean-François, tu mets 100 pièces par mois dans un REER, tu vas être millionnaire. Puis, je me rappelle, je dis, voyons donc, ça n'a pas de sens, ça. Puis, j'avais gardé ça en tête. C'est une phrase qui m'avait marqué, là. Je m'en rappelle encore 20 ans plus tard. Et puis, j'ai commencé à travailler après mes études chez HDS Environnement en 2004, où je suis toujours aujourd'hui, là, 20 ans plus tard. J'ai travaillé très fort au départ. Je me rappelle, j'avais été extrêmement impressionné par la qualité des professionnels qui étaient ici. C'était des gens qui avaient des bonnes valeurs, qui travaillaient fort, qui étaient professionnels. Puis je m'étais dit, là, cet emploi-là, faut pas que je le m'offre. Il faut que je reste ici, il faut que je travaille fort. Donc, j'ai travaillé fort pendant plusieurs années comme ingénieur junior. À un certain moment, peut-être un 4-5 ans plus tard, mon père a commencé à me parler d'investissement autonome. Lui, il était investisseur boursier depuis plusieurs années, puis je ne le savais même pas. Il nous en avait jamais vraiment parlé, puis il a décidé d'en parler à moi et mon grand frère. Il nous a dit, hey les gars, moi je fais ça depuis longtemps, ça vous tenterait-tu que que je vous parle de ça? Il a commencé à nous en parler, on a suivi une formation qui était sur CD à l'époque. C'était peut-être 15 heures. C'était donné par la compagnie Décision Plus, là, un monsieur qui s'appelle Carignan. Michel Carignan, qui est toujours en affaires aujourd'hui. Et puis, ça parlait de day trading, de swing trading. Ça t'apprenait c'était quoi les marchés boursiers, comment lire une cotation, un graphique, et puis une offre d'achat, une offre de vente, etc. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais ça nous a permis de nous former comme investisseurs autonomes. Et puis, on a commencé à en faire. Fait que dans le fond, euh, si je comprends bien, donc c'est un peu après que tu aies commencé à travailler comme ingénieur chimique que tu as ouais, commencé à t'intéresser plus à l'investissement, à l'épargne. Parce qu'avant ça, bon, on vivait, j'imagine, peut-être paye par paye, ou en tout cas, ouais, c'était plus on bohème. était moins regardant sur justement son avenir financier, etc. Puis là, tu as eu des proches, dans le fond, dans ta famille qui t'ont comme initié à l'investissement. Puis ça, c'était comme une autre façon d'aller plus loin dans notre cheminement financier. Ouais, exactement. Ça a vraiment été là, la porte d'entrée pour moi. Puis je suis rentré là avec passion, je dirais. Là, l'investissement, ça m'intéressait énormément. Là, juste pour donner une idée, là, je pouvais regarder les marchés boursiers là, plusieurs fois par jour.
Même que des fois, j'étais la fin de semaine, puis je m'ennuyais, je me disais, ah, j'ai hâte que le marché rouvre lundi pour voir comment les stocks vont aller, etc. Donc, j'ai fait ça très longtemps. Et puis, par la suite, au fur et à mesure que je travaillais chez HDS, il y avait des employés seniors qui me disaient, ah, Jean-François, tu pourrais être actionnaire, tu ferais un bon patron, etc. Puis, ça me surprenait, mais j'ai fini par aller voir les patrons après un certain temps. Je pense que c'était peut-être en 2012, là. J'avais commencé en 2004, puis je leur ai dit, ouais, j'aimerais ça acheter des actions, avoir des actions. Puis eux étaient très contents de ça. Puis ils m'avaient préparé comme un deal avec un prix, puis des modalités de rachat. Puis à l'époque, j'étais pas bien entouré dans ma famille. Il y a beaucoup de gens qui sont fonctionnaires, il n'y a pas d'entrepreneurs. Donc, j'étais conseillé majoritairement par mon père, qui était comptable, mais qui était fonctionnaire également. Puis, bref, pour faire court, j'avais trouvé que le deal était beaucoup trop cher et pas bon, quand en réalité, c'était un excellent deal. Donc, j'ai fini Hmm, par refuser. Je suis pas devenu actionnaire à l'époque. Et puis, il y a OK. quelques années qui se sont écoulées comme ça. Tu sais, ça m'est toujours resté un peu au travers de la gorge Fait que ça, parce que je comprenais fait que pas. ça, c'était en 2012. Environ, ouais. OK. C'est ça. Ouais. Puis à cette époque-là, c'est ça, peut-être on était moins conscient que c'est ça, là, d'être actionnaire, c'est ça, d'avoir des parts dans l'entreprise où on travaille. C'est ça, c'était pas une notion qui était commune. Même aujourd'hui, en 2024, hein, c'est pas une chose à laquelle on pense tout de suite, malgré que de plus en plus, moi, en tout cas, en suivant dans les médias sociaux, j'en entends parler. Puis là, ben, je vais te laisser évidemment continuer l'histoire, là, mais moi, je pense que c'est une part importante. Moi, personnellement, tu sais, je trouve que nos parcours sont un peu, ils ont des similitudes par rapport à ça. Beaucoup. Ouais. Parce que moi aussi, je commençais à travailler en 2004, puis en 2011-12, c'est à ce moment-là que justement j'ai acheté des parts, moi aussi, dans l'entreprise où je travaillais. Puis j'ai travaillé, moi aussi, 20 ans pour la même entreprise, tout comme toi, mais donc je te laisse continuer. Donc là, à ce moment-là, finalement, tu as passé, même si l'offre était avec du Ouais. recul, c'est parce que ça, on ne sait jamais sur le coup si c'est bon ou pas, hein. C'est ça qui arrive. C'est comme acheter de l'immobilier, c'est comme quand tu achètes un investissement, des fois, tu as un feeling, mais tu ne sais pas, c'est quand la valeur, on voit le résultat vraiment des années plus tard. C'est ça qui est difficile là, de prendre ces décisions-là. Oui, c'est ça, exactement. Puis moi, c'était peut-être un peu quelque chose aussi que je prenais peut-être moins au sérieux, tu sais, dans le sens où on m'avait dit que tu pourrais devenir patron, etc. Moi, j'avais approché les gens un peu ça, j'étais pas entouré, j'avais pas d'équipe. Donc, j'étais resté un petit peu amer de cette situation-là. Et puis, à un moment donné, ben, j'ai décidé de prendre les choses en main de façon plus sérieuse, là. J'ai fait un arrêt de travail pendant une année pour retourner aux études à temps plein au HEC pour faire un MBA. Ça, c'était en 2015. J'ai arrêté un an. Et puis là, ça m'a vraiment permis de croître là, comme au niveau personnel par rapport aux finances, par rapport à l'économie. Parce que j'ai été en OK. contact avec plein de types de gens. On était des cohortes de 60 personnes, des gens qui étaient CFO de différents âges, des entrepreneurs. Il y avait des invités spéciaux à chaque cours à peu près. Donc, ça m'a vraiment permis d'élargir mes horizons puis de bien comprendre c'est quoi un état financier, des flux monétaires, des notions en comptabilité. Donc, après l'année, là, j'ai décidé de faire un vrai projet de reprenariat de la compagnie HDS Environnement. J'ai approché deux amis qui sont aujourd'hui mes partenaires. C'était des gens qui travaillaient dans la compagnie HDS depuis 8-9 ans également à ce moment-là. Et puis, on a approché les patrons avec un vrai projet. Ça a pris environ un an, puis on a racheté les actions en 2017. OK. On était 100% propriétaire au départ avec une balance de vente. Donc, OK. ça, c'était une très grosse étape. Et puis, j'ai arrêté d'être investisseur autonome. En fait, je suis toujours investisseur autonome, mais j'ai arrêté de faire du swing trading, du day trading en 2019 parce que c'était trop de choses en même temps, là. En 2017, j'ai racheté la compagnie, j'avais mon premier enfant d'une série de deux. Fait que là, tu avais un président avec des dettes qui dormait pas, qui faisait du swing trading. Ça avait plus d'allure à un moment donné. Fait qu'il fallait Ouais, ben c'est qu'il y ait des ça, choses qui là. changent. À un moment donné aussi, on veut être, si on veut être bon dans quelque chose, il faut se donner quasiment à 100%, tu sais. Je Surtout quand on pense, est patron. ouais.
Donc là, de partager son temps entre faire du trading ou du day Ouais. trading, puis c'est ça, là, être président d'une entreprise de combien d'employés, dans le fond, On est entre 12 et 15 employés. C'est en une 12 PME de services professionnels, là. Donc, c'est tous des gens avec des c'est baccalauréats, ça. des ingénieurs, des géologues, hydrogéologues, des biologistes, etc. Donc oui, j'imagine ça prend son 40 heures semaine et plus là, C'est ça. pour, Fait qu'aller pour voir les bien faire marchés son travail. boursiers à chaque heure, ça marchait plus, là. Non. Fait que je suis toujours investisseur autonome, mais plus avec des titres qui sont pépères, là, des fonds indiciels en bourse, des OK. split funds, des cover call ETF, des choses comme ça, là. OK. Et Cool. puis, ben, depuis ce temps-là, j'opère la compagnie depuis 2017, puis ça va très bien. Là, elle est maintenant remboursée, puis on va prendre notre expérience comme patron, puis je suis sur le chemin de l'indépendance financière depuis ce temps-là, là. Ben, c'est super, puis félicitations. Puis justement, merci de dire le mot indépendance financière parce que c'est le sujet principal de l'émission. Fait que là, j'irais peut-être avec la deuxième question qu'on avait préparée pour toi. Donc, c'est quoi l'indépendance financière? Ben, l'indépendance financière, la notion qu'on rencontre souvent là, quand on se promène sur Internet ou quand on parle à des gens, on va souvent entendre, c'est à partir du moment où tes capitaux là, te ramènent en revenus passifs, là, que ce soit de l'immobilier, des stocks ou une compagnie, te rapporte assez d'argent, si tu veux, pour couvrir tes dépenses puis tes paiements de dette si tu en as. Donc, c'est un peu à partir du moment où on se dit, bon, ben, moi, je pourrais arrêter de travailler aujourd'hui, je pourrais pas rentrer à mon travail, et puis j'aurai assez d'argent pour couvrir tous mes frais. Euh, pour moi, personnellement, Assez de revenus, dans le fond. c'est ça, Pour avoir couvrir assez de revenus passifs. Ouais. assez de revenus passifs pour couvrir ses dépenses, mais aussi, pas juste ses dépenses essentielles, là, dépenses aussi Non, pour non, être capable de voyager puis pour faire voyager, quelque chose. vivre, Là. Pas né- aller au restaurant, avoir un peu le même rythme de vie que tu as en travaillant, mais sans travailler. C'est ça. Mais pour moi, arrêter de travailler, c'est pas une bonne idée, là, dans le sens où on est jeune, puis c'est important de se valoriser dans quelque chose qu'on aime. Moi, j'ai la chance d'avoir un travail que j'adore, fait que même si j'avais l'indépendance financière puis plusieurs millions, là, je continuerais de travailler à mon poste de président chez HDS Environnement, là, parce que ça me valorise beaucoup. Ouais. OK. Et puis, ben, peut-être continuer un peu sur le sujet, là. Faut aussi garder en tête que l'indépendance financière, c'est un concept qui est mouvant au travers du temps. Parce que comme on veut essayer de couvrir nos dépenses, ben, nos dépenses, elles peuvent bouger. Puis des fois, en vieillissant, on a le lifestyle qui augmente, qui augmente. Fait que je pense que tu vas être d'accord avec moi sur ça, là. C'est important d'essayer de caper un peu à un certain moment son niveau de vie pour justement y arriver à l'indépendance financière, puis ça devient pas un mirage, qu'à chaque fois qu'on avance, finalement, on dépense plus ou on voyage plus, Exact. puis on n'y arrive jamais finalement. Oui, Donc, parce que si on augmente ses dépenses annuelles au fur et à mesure, c'est comme courir après quelque chose qui est toujours trop loin, dans le fond. et ouais, c'est C'est ça, ça. Ouais. exactement. Fait que, mais pour moi, la vraie indépendance financière, là, c'est quand tu as tellement semé dans ta vie, tu as tellement travaillé, investi, puis bien géré tes investissements que peu importe ce que tu retires annuellement de ton champ, là, il va toujours continuer à grossir. Peu importe ta récolte, ça va continuer de grossir, puis Mhm. ça va subvenir à tes besoins. Et la vraie indépendance, pour moi, c'est ça. C'est pas d'arriver comme kiff-kiff, mais c'est vraiment d'être arrivé à un niveau où peu importe ce que tu fais, ça va être correct, là. T'auras pas Ouais. de soucis par rapport à l'argent. Même si on est à mi-chemin ou tu sais, à un certain niveau, à un moment donné, on peut faire des choix différents. Ouais, tout à fait. Ça se passe pas du jour au lendemain. Ouais, C'est très graduel. Puis plus on avance, plus on devient indépendant tranquillement. c'est ça. Ouais, une chose qui m'intéresse, c'est justement quand on est ingénieur dans ton domaine. Moi, j'étais développeur informatique. Puis, évidemment, quand j'ai étudié en informatique, bon, l'idée, c'était d'aller travailler peut-être pour Google, Microsoft, puis bon, le cheminement après ça, c'est de gagner toujours un plus gros salaire. C'est l'idée, peut-être changer de place pour essayer de voir quelle technologie aussi va être la plus payante, tu sais, d'apprendre telle technologie ou tel talent, puis après ça, aller chercher le plus gros salaire possible. Euh, pour un ingénieur chimique, est-ce qu'il y a un peu, est-ce que le parcours typique, dans le fond, pour progresser, devenir partenaire, c'est plus typique ou il y a des grandes firmes aussi, un peu comme les développeurs logiciels?
Dans le fond, ma question, c'est comment que ça se passe dans votre industrie pour un ingénieur qui souhaite progresser vers devenir partenaire? Ben, je peux parler pour une PME. Je pense que ça doit être beaucoup plus compliqué quand tu es dans une grande structure là, comme SNC-Lavalin là, ou les grandes firmes d'ingénierie. Là. Mais dans une petite compagnie, je dirais, ben, ce qu'il faut premièrement, c'est travailler fort. Il faut être fidèle également parce que si on veut arriver à l'actionnariat, ben, il faut se faire connaître, il faut se donner la chance aussi au niveau personnel de croître dans l'entreprise, là. Donc, être fidèle, travailler fort, avoir confiance en soi. Puis également, il faut développer des intérêts pour ce qui est hors de la technique de notre travail. Tu sais, moi, je suis ingénieur en environnement, je peux parler de décontamination de sol, d'échantillonnage pendant des heures, mais il faut s'intéresser à la finance, à l'économie, aux ressources humaines, à tout ce qui est administratif également. Puis je dirais avoir plus qu'un intérêt de base. Tu sais, il faut vraiment que tu aimes ça parce que si tu veux devenir partner, tu vas en faire beaucoup. Là. Fait que si tu n'aimes pas ça, ben, c'est un peu plate. Là. Et puis, ça prend de la chance aussi. Tu sais, il faut être honnête. Là. Moi, j'ai été très chanceux. Là. Oui, j'ai travaillé fort, mais je pense pas être le seul qui travaille fort puis qui s'intéresse à l'économie. Mais faut être à la bonne place au bon moment. Moi, ça a donné que j'étais dans une firme où les patrons étaient quand même d'un certain âge et puis allaient accéder à la retraite juste au point où moi puis mon équipe, on était juste assez vieux pour reprendre la business. Donc, ça s'est fait comme ça. Là. Il y a eu un aspect chance. Faut être tolérant aussi au risque, là, comme employé, là, quand on devient associé. Souvent, on n'a pas l'argent en cash pour acheter les parts, fait qu'il faut s'endetter pour acheter les Ouais, parts. Évidemment que c'est stressant quand l'économie va moins bien ou des choses comme ça. Moi, j'ai vécu de la COVID, entre autres, comme setback, comme ouais. entrepreneur. On dort un peu moins bien, mais il faut être tolérant au risque. Donc, OK. Donc, quand même, il y a une partie chance. Ça me fait penser un peu Ben, à je pense que quand oui. les gars, quand les gens regardent la fortune de Warren Buffett, par exemple, tu sais. Ben là, oui, tu sais, c'est un investisseur justement qui a du talent incroyable, tu sais, puis il a sa propre façon d'investir. Mais en même temps, c'est ça, il y en a qui disent, bon, ben là, oui, sauf que lui, il a commencé quand il avait 7 ans à réfléchir à ça, puis il a commencé à investir tout de suite après À 12 ans, je à pense. fin de après la Deuxième Guerre mondiale, où est-ce qu'il y a eu, tu sais, il a vécu dans une période de boom économique incroyable. Donc oui, tu sais, là, je pense, effectivement, il faut être au bon endroit au bon moment. Mais quand Ouais, même, très important. c'est pas tout le monde qui a la patience de rester dans la même entreprise ou en tout cas tu sais, Oui, c'est pas tout le monde qui veut grandir, qui veut justement améliorer ses talents à l'intérieur, au sein de la même entreprise. Puis ça a des bénéfices là, ouais, il de faut faire avoir des ça. antennes aussi pour sentir les opportunités parce que tu sais, tu parles de Warren Buffett qui a commencé à investir à un certain moment, mais tous les êtres humains de l'époque avaient la même opportunité. Lui, il l'a saisi, lui, il l'a leveragé. Donc, ça prend aussi, faut être à l'affût des opportunités. Tu sais, moi, j'ai commencé à investir en 2009 parce que c'était le rebond du crash. Avant, je faisais ça avec de la fausse argent pour me pratiquer, mais là, j'ai commencé à mettre mes vrais billes à ce moment-là, puis je me suis dit, ça n'a pas de sens, ça repassera probablement jamais un truc comme ça, mais c'est ça. Faut être à l'affût des opportunités puis être sensible à ça. Oui, Très important. oui. OK. Donc là, si on continue dans la même lignée, quelles décisions financières, dans le fond, t'ont fait progresser le plus? Parce que là, on parle d'investissement, on parle de reprenariat, de travail, de travailler fort, d'acheter justement. Puis, tu sais, j'imagine, juste parenthèse, là, tu sais, la confiance d'un senior, ceux qui étaient actionnaires de l'entreprise que tu as racheté, je veux dire, c'est pas du jour au lendemain qu'ils vont faire confiance avec une balance de vente. Tu sais, c'est pas au dernier venu. Tu sais, c'est ça, veux Non, pas, ça faisait c'est une relation qui se bâtit avec le temps. Tu sais, donc, encore là, le fait d'être resté, je pense, 13 années comme ouais, employé avant on de s'entend racheter, que donc il me connaissait bien, là. oui, c'est ça. Donc, c'est plus facile après ça. Mais bon, si je reviens à ma question, quelles décisions financières t'ont fait progresser le plus vers l'indépendance financière? Euh, ben, la première, c'est peut-être pas une décision financière à proprement parler, là, mais tu en parles souvent dans tes podcasts, là, c'est d'investir sur soi. Être travaillant, discipliné, être économe, c'est une des premières, c'est une prise de décision d'être comme ça d'une certaine façon, puis ça t'amène
c'est un, c'est le premier pas vers l'indépendance financière, là, comme tu le mentionnes parfois dans tes podcasts. Ensuite, je dirais que la deuxième décision, ben, c'est de devenir investisseur autonome. Aussi, quand les marchés boursiers sont tumultueux, quand il y a des corrections majeures ou même des crashs, ben, il faut prendre la décision d'investir à ce moment-là. Il faut avoir le guts de le faire. Donc, ça, c'est des décisions qui m'ont permis de m'enrichir beaucoup. Et puis, ça m'a extrêmement aidé. Des fois, les gens ont peur durant les crashs. Ils disent, ah, ça va être la fin du monde, c'est pas le moment, ça va baisser encore plus. Tu sais, si c'est la fin du monde, là, ton argent que tu as dans la banque, elle va disparaître de toute façon. Donc, ose donc la placer. Ouais, T'as pas grand-chose à perdre. Et ouais. puis, le upside est tellement important. En tout cas, moi, Ben, j'hésiterai pas au prochain crash. je pense que ça revient à la quantité. C'est ça, là, investisseur autonome, c'est toi qui achètes, vends tes choses directement. Donc, effectivement, je pense que plus que tu as de connaissances, plus que tu vas être conscient quand il va y avoir un crash que c'est pas le Ouais. moment de tout vendre. Parce que quand on n'a pas beaucoup de connaissances, puis c'est normal, Non. si on ne le sait pas trop, on voit des trucs super Ben oui. épeurants qui arrivent. Le Vraiment. réflexe, c'est normal, le réflexe, ça va être de non, non, moi je veux tout Oui. remettre en cash. Puis c'est là que Ouais. justement, on vend pas au C'est bon moment, l'inverse de ce qu'il puis faut faire. c'est ça. C'est Donc, l'inverse de ce qu'il faut faire. donc, C'est triste, mais c'est vrai. Puis investi- il faut vendre quand tout va bien. également, investisseur autonome, tu sais, on n'a pas, tu sais, au début, quand on le devient, si on est chanceux et qu'on est dans une période de croissance, ça va bien aller. Mais si on Exact. commence investisseur autonome puis qu'il y a un crash tout de suite, ça se Il y a peut que la ça COVID se le peut que ce lendemain. soit difficile puis qu'on ne veuille pas revenir Tout à fait. investisseur autonome On après. parlait de chance Ouais, tantôt, puis ça en fait partie en effet, là. Moi, je pense que si j'avais commencé justement, puis il est arrivé un crash, me connaissant, j'aurais peut-être pas retourné dans ce type d'investissement-là. Je me ouais, serais dit, OK, c'est pas pour moi, c'est bien trop risqué, etc. là. Mais je pense que c'est important de dire aux gens qu'il y a des hauts et des bas, mais que les marchés ne font que monter avec le temps. Puis c'est ce qu'il ouais. faut retenir, là. Pas les histoires d'horreur, là. Puis on travaille assez fort pour notre argent, on économise, on la met de côté. Pourquoi est-ce que cet argent-là, on veut aller la donner à quelqu'un, la donner à un gestionnaire ou la donner à une banque? C'est correct si on n'a aucun intérêt, mais le moindrement qu'on a un peu d'intérêt, c'est rendu tellement facile maintenant d'avoir les outils pour investir soi-même en sauvant tous les intermédiaires. C'est beaucoup plus payant qu'il n'y a plus vraiment de raison de ne pas le faire quand on a un intérêt minimal, Ouais. selon moi, là. C'est payant quand on se trompe pas. C'est payant Ben, acheter un fonds si on est indiciel en capable de bourse, le tu te laisser. tromperas pas. C'est ça, si on est capable de le laisser là sur le long terme. C'est Oui, ça exact. le. Ouais. Ça prend quand même certaines C'est règles, là. ça. Moi aussi, dans le fond, investisseur autonome, j'ai commencé à avoir plus d'argent pour investir plus en 2013. Tu sais, avant ça, c'était les actions dans l'entreprise où je travaillais. Avant ça, c'était ma maison que j'ai achetée en 2008. Fait avant ça, je n'avais pas tant que, tu sais, j'avais pas grand-chose à investir, là, des petits 100 pièces peut-être. Ça, c'était. Mais après Ouais. ça, en 2013, là, puis là, ben, de 2013, on s'entend, l'économie, c'est bien. Il n'y a pas eu grand-chose, il n'y a pas de grand crash, tu sais, en 2013. Puis. Non, jusqu'en 2020, Mettons c'était jusqu'en tranquille. 2020, ouais. Puis là, ben, à ce moment-là, tu sais, c'est ça, j'en avais appris assez justement pour dire, OK, on fait rien comme de fait le mars 2020. Puis après ça, 2022, ça n'a pas été, Non, ça a été ça dur, a les pas, a technologies et pas tout. trop été joli non plus. Puis, en tout cas, donc là, mais le fait justement d'avoir eu une belle période pour commencer, pour apprendre, c'est Avoir ça. un coussin. Ouais. OK. Non, non, c'est sûr. Puis je dirais autre chose qui m'a... Des décisions, ben c'est sûr que faire le MBA, la décision de me tenir informé sur l'économie, d'écouter un minimum les nouvelles financières, planétaires, ça aide. Et puis, Le MBA, c'est ça, j'imagine, ça donne confiance. Puis aussi, j'imagine, ça l'ajoute. Hein, tu peux ajouter les lettres après ça sur ton titre. oui, Ça l'ajoute une certaine crédibilité, peut-être, par rapport aux clients ou par rapport aux employés. oui, j'imagine. Moi, ça vient moins me chercher, cet aspect-là. C'est plus les notions que tu acquiers se transforment en confiance, confiance qui est méritée parce que tu comprends. Ouais. Puis c'est vraiment là que ça t'apporte à un autre niveau, je dirais. Là, tu sais, dépendamment de où tu pars. Moi, je partais d'un background très bas. J'étais ingénieur très technique, chimique. Fait que ça m'a vraiment aidé énormément. Là. Cool. Ça, puis racheter la compagnie, là, ça aide énormément aussi vers l'indépendance Ouais. financière parce que tu prends part dans quelque chose que tu contrôles, qui va monter en valeur. Tu sais, c'est fantastique, là. Ouais. OK.
Donc, je continue avec les questions. Prochaine question. Bon, si tu pouvais remonter dans le temps, OK, puis aller parler au début de ta carrière, aller te parler au début de ta carrière. Donc, venir voir jeune Jean-François. Là, ma question, c'est peux-tu me donner 3 choses que tu lui dirais pour l'aider à cheminer plus rapidement vers l'indépendance financière? Ouais, ben, il m'écouterait pas. Mais ce que je lui dirais, c'est parce que c'est ça, moi, mon cheminement a commencé plus 20-vingtaine, début trentaine, c'est là que ça a cliqué par rapport à la fin. Avant, c'est pas que, ben, tu sais, c'est ça. Ce que je me dirais, pour revenir à ta question, là, c'est soit travaillant, discipliné, fais un budget, et puis, si tu sens que tu es dans un bon endroit de travail, reste là. Ne quitte pas, même si des fois tu es un peu déçu ou il y a quoi que ce soit, reste dans ton milieu de travail. Ensuite, entoure-toi de gens. Ça peut être un mentor, ça peut être un réseau, ça peut être des partenaires. C'est super important parce que ça va t'aider à développer tes connaissances et puis, ça va te motiver vers l'indépendance financière. Si t'es entouré de gens comme toi qui en parlent, qui te montrent leur portefeuille, qui te montrent leur bâtiment qu'ils ont acheté, ça va te donner des idées, tu vas devenir plus créatif, tu vas rester motivé. Si t'es entouré de gens qui ont des dettes, puis qui parlent de paiement de char, puis de paiement hypothécaire, c'est beaucoup plus démotivant. Donc, ça serait le deuxième conseil, là. Donc, Entoure-toi bien. les deux premiers conseils, c'est vraiment par rapport à justement son réseau, tu sais, parce que le fait d'être longtemps quand même dans la même entreprise, on va forger des liens que les années vont faire que ça va être vraiment solide. Puis aussi former des liens ou un réseau avec des gens qui aussi aspirent à l'indépendance financière, dans le Ah, fond. c'est Ouais, important. c'est Ben, ça. je pense que c'est crucial, là. Ouais. C'est ça, ça aide à. Moi, je suis dans je suis dans différents réseaux d'affaires, des réseaux d'investissement, puis ça m'aide énormément. OK. Et puis, troisième chose, je lui dirais, lis, apprends, forme-toi, puis reste informé. Ça va t'aider à te développer plus au niveau personnel, là, mais ça va te donner une confiance, des connaissances, ça va t'amener vers autre chose. Donc, ça Bon, serait les trois conseils que je me un dirais, peu ouais. comme tu as fait, mais peut-être de commencer plus tôt. Ouais, c'est ça. Le best, c'est Ouais, adolescent, enfant, là, ouais, mais ça prend un intérêt aussi. Moi, j'en ouais. avais pas à l'époque. C'est ça. Je vais essayer peut-être avec mes enfants de les motiver un petit peu plus jeunes que 30 ans. Good. À 30 ans. Ouais. OK. Puis là, ben, la dernière question, c'était un peu dans la même veine, mais je sais que tu as peut-être préparé une réponse. Donc, quel conseil donnerais-tu justement à quelqu'un qui veut atteindre l'indépendance financière? Ben, ça serait un peu les mêmes choses que je disais, là, les trois Oui, points, là, de être travaillant, avoir un réseau, lire, apprendre, etc. Également, peut-être de ne pas se prendre des dettes inutiles, surtout en début de carrière. Souvent, on a tendance à dire, c'est pas des gros montants, je vais le faire, mais ce qu'on oublie toujours, c'est l'horizon du temps. Quand tu es jeune, un 10 000 investi dans une voiture, ça vaut une fortune quand tu vas avoir 65 ans, par exemple. Puis, il n'y a pas grand monde qui voit ça comme ça, puis c'est un peu normal, là. Tu sais, là, la vie serait plate un peu, là. oui, Mais c'est de pas se prendre des dettes inutiles. La seule bonne dette, c'est une maison, parce que c'est lié à un actif qui va prendre en croissance. Donc, oui, essayez d'être le moins endetté possible. Pas dépenser sur des choses inutiles, la consommation excessive, consommation compensatoire, ça va oui, juste ralentir ton chemin vers oui. l'indépendance financière, là. Euh, Puis peut-être le dernier conseil que je donnerais, c'est d'essayer de rester le plus longtemps possible avec la mentalité d'un challenger, de ne pas s'embourgeoiser trop vite. Parce que ce qu'on dit peut-être moins souvent, c'est que quand on chemine vers l'indépendance financière, on a de plus en plus d'argent. Fait que c'est facile de vouloir dépenser plus, vouloir plus en profiter. Fait qu'il faut essayer de rester avec une mentalité de challenger. Mentalité de Euh, challenger, c'est intéressant ça. ouais, tu Comme, sais, c'est une pas une analogie avec la boxe ou... ben, tu sais, on pourrait faire une analogie avec Rocky 3 puis l'œil du tigre, par exemple, que quand on Nice. devient champion, ben, on a tendance à s'embourgeoiser, on a tendance à vouloir faire plein de choses, et c'est normal. Mais c'est un des défis sur le chemin. Ça, Ouais, tu sais, ça veut pas dire de pas augmenter son niveau de vie, là. C'est pas ce que je veux ouais, dire, là. Mais c'est d'essayer de le faire de façon intelligente, puis en restant actif, curieux, en voulant apprendre, comme on était avant. Ce qui nous a mené au succès, faut essayer de pas trop le changer. Il faut évoluer, évidemment. À un moment donné, il faut profiter de la vie, on vieillit. Mais il faut aussi garder cette personne-là un peu en nous. ouais. J'aime ça, la mentalité de challenger.
Comme Et dans... non de champion. Et non de champion. C'est Tu comme... veux Ben, devenir moi, champion. j'ai toujours Mais l'impression, c'est ça, tu sais, quelqu'un qui, justement, j'arrive souvent avec cet exemple-là dans mes émissions, celui qui termine ses études, au début, quand on est aux études, veut pas, on n'a pas des grosses dépenses, on peut pas, on n'a pas de revenus, tu sais. Donc là, on on vit, est trois dans le même on appart. vit, ouais, c'est ça, on est trois dans le même appart, on vit sur pas grand-chose. Pourquoi qu'au moment de, justement, commencer à travailler, là, on a des nouveaux revenus, pourquoi qu'on irait dépenser tout ça, tu sais, puis au lieu d'aller le dépenser au complet, de continuer à vivre un peu comme on vivait étudiant, mais progressivement, petit à petit, augmenter son niveau de vie pour se garder une bonne épargne toujours, là, tu sais, parce que Ben ouais, ça, c'est un beau moment, là, tu sais, pour commencer son épargne. Parce c'est le que meilleur. c'est ça, Parce que t'es jeune. oui, aussi, tu as le temps devant toi, mais aussi parce que tu es habitué à vivre, tu sais, avec peu de moyens étudiants. Donc là, tu sais, va pas prendre tout ton salaire puis aller chercher des paiements avec ça tout de suite. C'est une belle occasion parce Ouais, qu'une fois que tu vas les chercher, les paiements, là, c'est difficile de les enlever. Tu sais, très c'est difficile. très Vendre sa difficile. voiture. C'est très difficile de revenir en arrière. Une fois qu'on a une voiture neuve, là, tu sais, moi, jamais eu de voiture neuve, là, mais j'imagine que ça doit être difficile. Une fois que tu roules avec des voitures neuves dans ta vingtaine, ça doit être difficile de revenir après à des voitures de 4-5 ans d'usage, tu sais, ou, tu sais, parce que je pense que c'est une habitude, tu sais, qu'on a. Puis là, après ça, ben, tu veux pas, tu sais, personne ne veut revenir en arrière, tu sais, personne ne veut reculer, tu sais, on veut tout progresser vers plus de confort, plus de, tu sais, ça, une meilleure vie, c'est difficile de revenir en arrière. Donc, c'est pour ça Ouais, que, c'est tout un ouais. défi. Ouais, faut comme garder un équilibre. Ben, merci. Y a-tu, Jean-François, une plug qu'on pourrait faire? Je sais pas s'il y a des auditeurs là, qui ont besoin de services environnementaux chez HDS ou des trucs comme ça. Non, on Euh, est dépassé. On n'arrive pas à fournir. Non, ça Ah oui, va. vous êtes très Y a occupé. pas. OK. Ah, hyper occupé, là. C'est effroyable, là. Et Good. c'est Tant ça. mieux. On est victime de notre propre succès. Tant mieux. Tant mieux. Ben, Ouais. merci Vaut mieux ça infiniment. que le contraire. Merci Ben, merci à toi infiniment aussi pour l'opportunité. Je d'avoir l'apprécie accepté beaucoup. l'invitation. Puis, ben, on va se reparler, On va se évidemment, on recroiser va se certains. recroiser dans le futur. Puis, ben voilà, je te souhaite une belle journée, puis à bientôt. À toi aussi. À bientôt. Bye. Salut. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacherté, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant un rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com. C'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacharité.com, téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.